pour notre dernière séquence sur le thème parcours domiciliaire, les acteurs de la transformation. Alors j'ai la chance d'avoir tous les acteurs de la transformation avec moi, donc je suis ravi. Ça va nous changer du duplex. Quelle est la philosophie donc, des opérateurs et des acteurs publics qui font vivre ce fameux virage domiciliaire ? Comment collaborent-ils à l'échelle des territoires ? Donc pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Loïc Roland, donc directeur Grand Âge et Autonomie au sein de la Caisse des dépôts. Je vous remercie. Mario Baston, directeur général d'Eneal, la foncière médico-sociale du groupe Action Logement. Christophe Lepay, directeur de l'action sociale chez Malakoff Humanis. Et du côté pouvoir public, Nicolas Rotival, directeur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées au sein du département de Saône-et-Loire, et Anne-Laure Moser, directrice de l'organisation des soins et de l'autonomie au sein de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Je vous remercie à tous d'être présents à nos côtés. Alors, Christophe Lepay, parce que c'est important de comprendre un peu la philosophie des opérateurs sur cette question du parcours ou du virage domiciliaire, on l'appelle comme on veut. C'est quoi votre philosophie, la philosophie qui guide votre action justement en matière de virage domiciliaire ? Alors avant d'avoir des convictions et une philosophie, on fait preuve de pragmatisme. Tout à fait. Alors pourquoi on fait preuve de pragmatisme ? Malakoff Humanis, c'est une institution de retraite complémentaire, c'est notamment une institution de retraite complémentaire. On fait partie de l'Agirc Arrco et donc le regard que l'on porte sur ce sujet, c'est à travers nos allocataires, c'est-à-dire les gens à qui l'on verse une pension de retraite. Et Malakoff Humanis, c'est tous les mois 6 200 000 Français qui perçoivent une pension de leur caisse de retraite Malakoff Humanis. Et donc c'est à travers ces 6 millions de personnes et puis aussi les cotisants qui deviendront retraités et qui seront aussi confrontés à ces questions de parcours domiciliaire que nous appréhendons la situation. Alors on fait preuve de pragmatisme, c'est-à-dire qu'on regarde les réalités, on écoute ce que disent nos retraités, ça a été dit ce matin. On ne fait pas une société pour les personnes sans qu'elles y soient associées. Donc, nous, c'est la base de notre travail. 90% des personnes veulent rester à domicile. Voilà. Alors, si on regarde les réalités, et ça, je crois que c'est important de repréciser les masses, c'est presque 17 millions de Français de plus de 60 ans qui vivent dans leur domicile historique. C'est 700 000 personnes de plus de 60 ans qui sont en institution. 16,8 millions, 700 000. Alors, 700 000 personnes... Les EHPAD, 600, 650 000, et puis un peu moins de 100 000 personnes en résidence autonomie, 30 à 35 000 personnes en résidence service senior, et les nouvelles formes d'habitat que l'on promeut, et j'en parlerai plus longuement. Aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Oui, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose, et nous, la projection que l'on fait, 40, 50 000 personnes. À quelle échéance ? À une échéance indéterminée, puisqu'on n'a pas de chiffres précis en la matière. Si l'on écoute la CNSA sur les projets d'habitat inclusif, on est à 16 000 personnes. Si on regarde ce que nous dit la Fédération de l'habitat participatif, c'est aussi quelques milliers de projets, mais ça restera interstitiel. Avant que l'on arrive à la mentalité. Ça ne peut pas être la réponse principale. Non, c'est pas. Voilà. Et c'est l'une des convictions, et j'arrive tout de suite au sujet, c'est l'une de nos convictions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse unique. On est aujourd'hui, ça a été dit, et tout ce qui a été dit ce matin et cet après-midi, ça va nous permettre de rebondir. On a une vision un peu manichéenne. Soit on est chez soi, ça va bien, et puis quand ça va vraiment plus, on va en EHPAD. Et évidemment, tout ce qui a été dit, c'est de contribuer à remplir ces interstices. Et notre volonté, c'est justement de participer à diversifier l'offre. Alors, autre point que l'on prend en considération sont les envies. Ça a été dit ce matin, les gens veulent vivre le plus longtemps possible chez eux. Tous les sondages le disent. Et de ce point de vue, notre conviction, c'est d'aider ces personnes à vivre le plus longtemps chez elles, d'adapter le logement, de faire en sorte que le logement soit communicant. L'adaptation du logement, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Bien sûr. Le projet de vie de la personne, ça n'est pas uniquement de vivre, c'est aussi d'avoir des relations avec son environnement, donc ne pas être dans une situation d'isolement social, de pouvoir recevoir des services à domicile. Donc avoir, et sur tous ces sujets, la retraite complémentaire et Malakoff Humanis, on est présent, c'est-à-dire qu'on soutient des innovations, on soutient des initiatives. Si je reprends votre question des mobilités résidentielles, les Français, ils déménagent à quel âge ? Ils déménagent beaucoup avant 35 ans, parce qu'ils quittent le domicile familial, ils trouvent un boulot,
ils changent de boulot. Changer de boulot, ça veut parfois dire changer de lieu d'habitation. Et après, on s'aperçoit que le nombre de déménagements diminue. Ça stagne. Ça stagne. Ça remonte, il y a une petite flèche au moment du départ en retraite, parce que c'est aussi le moment où on lance privilégié. un nouveau projet. Voilà, exactement. C'est ça. Et on se fixe parfois définitivement, parfois pas, parce qu'on a une habitation, enfin on vit encore sur 2 habitations, et puis après on s'aperçoit que le parcours domiciliaire tend à s'atténuer. Question importante, pour quelles raisons on déménage une fois qu'on a 60 ans? Pourquoi on quitte le lieu où l'on vivait pour aller ailleurs? On a parlé de la perte d'autonomie. Je ne suis plus autonome, je n'ai pas un environnement qui me permet de vivre chez moi. Je vais trouver une solution, soit institutionnelle, soit dans les nouvelles formes d'habitat. Mais on peut déménager pour beaucoup d'autres raisons. Rapprochement familial. Ah oui. Notamment les petits-enfants. Voilà. Ouais, mes enfants sont partout en France, voire même à l'étranger. Moi, je vis à Strasbourg ou à Brest. Je ne les vois plus. Tout va très bien. Je me porte parfaitement bien, mais je ne les vois plus. Je me rapproche d'eux. Je vais trouver une réponse dans une résidence autonomie, je vais trouver une réponse dans une résidence sociale, dans une résidence service, je vais reprendre un logement. Donc le parcours résidentiel, il est dicté par plein de considérations. Un arbitrage patrimonial. Au moment où l'immobilier est à son plus haut, je peux très bien décider de vendre mon logement, d'acheter plus petit, de me rapprocher. Voilà. Donc le parcours... Tout ça n'est pas lié à une dégradation de l'autonomie forcément. Hein. C'est aussi des histoires de vie et des projets, etc. Ne voyons pas le parcours résidentiel uniquement à travers le prisme de je pars parce que je vais mal. Bien sûr que c'est un motif important, mais il y a plein d'autres raisons qui conduisent les gens à bouger. Troisième question, pour aller où ? Et c'est là que l'on retrouve l'offre existante, l'offre institutionnelle, médico-sociale ou sociale, en tout cas, qui se rattache au Code de l'action sociale et des familles, et puis cette émergence depuis une vingtaine ou une trentaine d'années des nouvelles formes d'habitat, que ce soit les résidences services seniors ou, il en a été longuement question tout à l'heure, de ces nouvelles formes d'habitat alternatif. Alors, nos convictions par rapport à ça, c'est qu'il faut aider nos allocataires à adapter leur logement et à faire en sorte que leur envie soit satisfaite. Mais ça n'est pas suffisant, ça a été dit aussi ce matin, le domicile, on ne peut pas le sanctuariser jusqu'au bout, donc il faut aussi savoir proposer des solutions, et nos convictions, c'est de multiplier, de faire en sorte que la diversification de ces possibilités soit une réalité sur des projets pérennes et viables. On a aussi une autre conviction, j'y reviendrai peut-être après, l'Agirc-Arrco, la retraite complémentaire, ça fait 60 ans que l'on soutient les établissements d'hébergement, qu'on n'appelait pas des EHPAD, les EHPAD c'est né en 99, mais ça fait 60 ans qu'on les soutient. Donc la retraite complémentaire a pris une part très importante dans la constitution de ce parc. Alors on peut toujours dire, est-ce qu'il faut supprimer les EHPAD ? C'était la question que vous posiez ce matin. On a répondu non. Oui. Et on en est fort aise parce qu'on serait dit que l'investissement que l'on a pu faire, un chiffre, ce que l'action sociale de la retraite complémentaire a financé, c'est la construction de 2 EHPAD par an. Voilà. Sur 60 ans, ça fait 120 EHPAD. Ce n'est pas les 6000 que l'on dénombre, mais on a pris notre part. Et l'on a été contributeur. Donc on a vu, et ça a été, je crois, aussi l'objet de beaucoup de commentaires tout au long de la journée, les EHPAD vivent un grand désamour avec la population. Je crois qu'il faut aussi rappeler, ça n'a pas été dit ce matin, mais souvenons-nous, il y a 25 ans, la promesse des EHPAD, ça allait sortir l'hébergement des personnes âgées des hospices et des conditions particulièrement dégradées dans lesquelles étaient souvent institutionnalisées les personnes âgées. Ça a permis quand même d'améliorer les financements, ça a permis d'améliorer la situation. Ça n'est pas satisfaisant, c'est entendu, mais les choses se sont quand même améliorées. Pour ceux qui ont connu le paysage médico-social de l'époque, il y a quand même une grande évolution. Même si, je le redis, ça mérite de remettre sur le métier l'EHPAD. Donc nous, dans nos convictions, on a décidé de continuer de soutenir les établissements. Alors c'est peut-être prétentieux de le dire comme ça, mais pour essayer de retisser ce lien de confiance entre la population
et ces établissements qui auront toujours leur utilité. Quelle que soit la configuration dans laquelle on peut les placer, mais en tout cas, voilà, nous, notre souhait, c'est que les établissements ne soient pas regardés comme un lieu de maltraitance systématique, de relégation, de relégation, etc. Ouais, et donc, on fait en sorte, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Si je résume un peu votre position, c'est maintenir quand même une diversité de l'offre et ne pas lâcher, même si c'est la mode, les EHPAD, et peut-être du coup réfléchir à leurs évolutions. Alors, voilà, on va en parler. Côté conviction, moi je voudrais également donner la parole à Mario Baston, justement. Donc, est-ce que vous inscrivez, j'imagine que la logique qui vous anime n'est pas forcément complètement différente de celle de Christophe Lepay, mais c'est quoi justement vos convictions? Est-ce qu'il y a aussi une volonté de toujours maintenir cette diversité de l'offre en tenant compte du fait que peut-être tous ces habitats alternatifs dont on a longuement parlé sur la table ronde présente, de toute façon, vont être limités par un effet d'échelle, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas transformer le monde avec les habitats alternatifs quand même, hein, ça va être assez limité. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est d'autant plus raccord parce qu'on est en train de signer une convention forte avec la JCARCO, le groupe Action Logement, justement pour trouver des solutions communes et puis porter des solutions auprès des locataires vieillissants. Alors, juste sur l'environnement un petit peu général pour dire l'ambition du groupe Action Logement. Le groupe Action Logement, c'est 1 200 000 logements. Sur ces 1 200 000 logements, on a environ 400 000 locataires vieillissants qui ont besoin d'accompagnement et qui ont besoin d'adaptation de leur logement. Donc, vous voyez un peu cet environnement-là. Sur ces 400 000 locataires vieillissants, on pense qu'on a quasiment tout autant d'aidants qui sont soit dans nos logements, soit à l'extérieur de nos logements, qui ont besoin aussi d'être accompagnés, d'avoir du logement à proximité des personnes âgées qu'elles aident, etc. etc. Donc vous voyez un peu cet environnement qui nous oblige, nous, à nous porter sur ce sujet-là. Notre conviction, pour nous et pour Ineal, qui est la filiale spécialisée du groupe Action Logement, notre conviction, c'est de dire qu'il faut travailler sur la totalité du parcours. C'est notre job. Nous, on est bailleur social, on travaille sur le volet immobilier, on travaille avec des partenaires gestionnaires médico-sociaux qui sont des exploitants et qui font la gestion médico-sociale. Nous, on ne fait pas directement la gestion médico-sociale, mais il faut travailler en partenariat pour trouver des solutions communes. Le parcours, c'est quoi? D'abord, le bien vieillir à domicile, d'abord le maintien à domicile. Pour le maintien à domicile, nous, on met en place une stratégie de vieillissement forte, avec des engagements forts pour le maintien à domicile, pour l'adaptation du logement, pour trouver des solutions de services à domicile, d'accompagnement et de détection des fragilités. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on met en place des partenariats avec les gestionnaires médico-sociaux, avec la JCARCO, avec des structures, avec l'Union nationale des CCS, etc., pour trouver ces solutions-là. Donc ça, c'est la première partie. Il faut que nos locataires puissent rester à domicile. Il est bien évidemment que ces 400 000 locataires qui vieillissent et qu'il va y en avoir de plus en plus, on ne va pas pouvoir leur trouver de solution. Ensuite, il faut travailler leur parcours. C'est-à-dire que tous ne pourront pas rester à domicile. Il y en a certains qui vont vouloir déménager parce qu'ils sont en perte d'autonomie, mais aussi parce que ça les arrange, parce qu'ils se rapprochent de la famille, mais il va falloir leur trouver un logement le mieux adapté possible à leur parcours résidentiel. Donc nous, on travaille aujourd'hui assez facilement sur la deuxième partie du parcours résidentiel, ça veut dire les résidences autonomie et les EHPAD, et nous, le grand enjeu du groupe, et c'est pour ça qu'Ineal travaille beaucoup là-dessus, les EHPAD et les résidences autonomie, on est engagé fortement sur la restructuration de ce secteur-là. Ouais. Nous, dans le groupe, on a un peu plus de 600 établissements médico-sociaux et pas de résidence autonomie à l'intérieur du groupe. Hors groupe, on sait qu'on va pouvoir accompagner aujourd'hui près de 200, 250 établissements qui sont en très grande difficulté, qui sont en très mauvais état. Donc là, on engage des fonds. On a un volume de fonds propres de 350 millions d'euros qu'on met sur la table pour restructurer ces établissements-là, pour les réhabiliter fortement, lourdement, ou les démolir et reconstruire si nécessaire. Donc ça, c'est un gros enjeu et on fait notre part du boulot sur ce sujet-là. L'autre sujet, c'est qu'on cherche aussi à développer de nouveaux établissements plus modernes, en réponse à l'appel à projet des ARS, des départements sur les résidences autonomie. Et là, on va travailler à construire en partenariat avec des gestionnaires médico-sociaux de nouveaux établissements plus modernes, plus ouverts sur le quartier. L'objectif, c'est ça, c'est de faire des établissements qui vont être à la fois
plus adapté aux salariés qui vont travailler en établissement, puisque nous, c'est un peu notre challenge, avec le groupe Action Logement, c'est de permettre aux salariés d'être plus à l'aise dans leur logement et aussi dans leur emploi, mais c'est aussi des établissements qui vont permettre aux personnes vieillissantes du quartier, et notamment nos locataires, qui sont bien souvent dans ces quartiers-là, pour lesquels ils vont venir pouvoir chercher du service, de l'animation, venir manger au restaurant de l'établissement, et l'établissement lui-même, l'exploitant, lorsqu'il en aura la possibilité, va pouvoir porter du service auprès de ces personnes vieillissantes dans le quartier. Et cette porosité nous permet finalement de trouver des solutions d'accompagnement, d'abord de nos locataires vieillissants, puisque de toute façon l'enjeu sera là, et aussi au-delà dans le quartier. Donc ça, on y répond, à vrai dire, ça on sait faire. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est la brique entre le domicile et ces établissements-là. Et c'est ce fameux logement inclusif. D'accord. Et là, le boulot est en cours. Mais le logement inclusif, c'est quoi ? C'est de l'habitat qui n'est pas complètement défini, structuré aujourd'hui. Nous, on sait faire du logement familial intergénérationnel avec un peu d'animation, ça on sait très bien le faire. Ça coûte un peu plus, mais ça ne coûte pas très cher. Le logement inclusif, ça coûte cher. Le logement inclusif, il faut porter du service. Si c'est pour faire du logement inclusif sans service, ça ne sert pas à grand-chose. On fait du logement familial classique. Donc nous, notre enjeu, c'est d'aller chercher des partenaires qui seront en capacité de porter ces services-là dans le logement inclusif. Ces services-là, faut-il trouver le bon équilibre économique. Alors nous, on sait le trouver sur le volet immobilier, ça on sait faire. Et puis pour la partie service, il va falloir trouver le bon moyen de porter du service. Alors nous, on travaille sur le volet non lucratif, donc on ne parle pas des résidences seniors services à but lucratif, ce n'est pas notre job, on ne sait pas faire. Enfin, on sait faire, mais on ne le fait pas parce que ce n'est pas là où les fonds du groupe vont. Alors, ensuite, pour trouver ce fameux équilibre entre services et formes d'habitat qui va pouvoir loger des personnes modestes, et surtout permettre à ces personnes modestes d'avoir accès à tous les services. Il n'est pas question de faire du logement inclusif où on aura du service à la carte. Ça veut dire que les plus riches vont pouvoir acheter du service, se servir. Et là, il n'en est pas question. Ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Et ce modèle-là, on est en train de le travailler. D'ailleurs, on le travaille aussi avec la mutualité. On cherche à trouver ces solutions-là pour les porter et pour les dérouler sur tous les territoires, et y compris les départements et territoires d'outre-mer, où on a un enjeu très très fort sur ce sujet-là, puisque là, on a vraiment un manque d'habitat spécifique pour les personnes vieillissantes. D'accord, très bien. J'imagine que vous nous avez écouté avec beaucoup d'attention. Je ne vous donne pas volontairement la parole, on va encore poursuivre. Peut-être que je vous ferai réagir à un certain nombre de propos avant de vous donner de la parole pour que vous nous expliquiez vous aussi vos politiques. Je voudrais qu'on donne la parole aussi à Loïc Roland. Alors justement, comme vous avez exposé longuement vos convictions. Est-ce qu'on peut connaître justement les convictions de la Caisse des dépôts sur ce sujet, et peut-être aussi d'expliquer comment ça se concrétise en termes de financement? Alors déjà, je tenais à vous remercier. Alors, beaucoup de choses ont été dites déjà. Oui, c'est ça. Beaucoup de choses ont été dites, et je tenais déjà à vous remercier du choix des termes de la table ronde, où vous n'avez pas parlé de virage domiciliaire, mais de parcours domiciliaire. Tout à fait. Parce que le virage, on sait comment on le prend au début, mais on ne sait pas comment ça se termine. Voilà. Tout à fait. Donc c'est toujours un peu risqué. Alors effectivement, beaucoup de choses ont été dites par rapport à ce sujet donc, du parcours domiciliaire. Alors la Caisse des dépôts a toujours été extrêmement présente en fait dans le parcours de vie des Françaises et des Français. Et au titre de ce parcours de vie, elle insiste beaucoup sur différents parcours. Effectivement, un parcours résidentiel, un parcours de lien social, de serviciel, et puis un parcours de soins. C'est vrai que depuis ce matin, on n'a pas forcément beaucoup entendu parler de la notion de parcours de soins. Et donc, c'est un sujet qu'il ne faut pas oublier dans ce parcours. Alors, dans le parcours résidentiel, et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, il ne s'agit pas d'opposer effectivement les habitats les uns aux autres. Ils sont tous complémentaires, et entre tous les opérateurs, il y a de la place pour tout le monde. C'est pour ça que le terme de virage domiciliaire n'est pas approprié, parce que virage domiciliaire, ça veut dire qu'on passerait d'un monde à un autre. Or, l'idée, c'est justement de garder tous les éléments de ce parcours. Garder toute cette fluidité, voilà. Et donc de pouvoir effectivement avoir différents types d'habitats,
dans ce parcours avec, au début, un domicile, dans ce parcours résidentiel, effectivement, d'avoir différents domiciles, oui, voilà, des domiciles qui sont adaptés, donc qui ne le sont pas, et puis de pouvoir évoluer progressivement vers d'autres domiciles. Et donc, ça veut dire qu'il faut aider à ce qu'il y ait un maintien à domicile quand on est dans son domicile classique, et puis aider à évoluer dans un autre domicile quand on est sorti de domicile classique, parce qu'on a besoin de plus d'accompagnement et plus d'aide et plus de sécurité. Alors, nous, c'est vrai que la Caisse des dépôts, en fait, elle insiste beaucoup maintenant sur le sujet du domicile, parce que on s'est beaucoup positionné sur le sujet de l'habitat, et c'est de toute façon, la Caisse des dépôts, c'est un opérateur public essentiellement immobilier, et on veut aller plus en amont, hein, et notamment à la fois sur des sujets de prévention, sur les sujets, je disais tout à l'heure, de parcours de soins, sujet de prévention, par exemple, parce que, on sait bien, autour du domicile, il faut qu'il y ait des services. Donc, on me l'a dit, 90% des personnes veulent vieillir le plus longtemps possible à domicile. Donc, voilà. Donc, si on veut qu'elles restent à domicile, il faut qu'il y ait tous ces services. Et de quoi on parle en termes de prévention, justement? Est-ce que vous avez un ou deux exemples en tête? Je vais le dire. Et donc, effectivement, donc... mais on sait qu'il y a une étude qui a été menée par l'IFOP en partenariat avec Arpavi, qui est le plus gros gestionnaire associatif de France en matière d'établissement pour personnes âgées. Et cette étude a démontré qu'effectivement, ce taux de 90% existe, mais il n'y a que 38% des personnes qui ont conscience qu'elles vont devoir changer de domicile. Et dans l'ensemble des sondés, 6% ont commencé à se renseigner. Donc c'est vraiment peanuts. Et donc il faut effectivement qu'on intègre que dès qu'on arrive à la retraite, qu'on va avoir plusieurs domiciles. Donc voilà, je ne reviens pas sur tous les domiciles classiques, etc., en passant finalement par les résidences services seniors, les résidences autonomie, l'habitat inclusif et bien sûr l'EHPAD en fin de vie pour ceux qui malheureusement ne seront pas seront trop dépendants. Et justement, ce sujet de la prévention pour comment on finance tout ça, nous, on est en train de regarder de façon très précise les sujets autour du viager. Et le viager sur toutes ses formes. Parce que le viager, on a en tête le film de Pierre Tchernia, et puis bien sûr, les spéculations sur la mort, etc. Ça ne donne pas envie de signer un viager, d'ailleurs. Voilà. Bon. Mais ça, il faut l'admettre, puisque maintenant, les personnes qui sont en maison de retraite, leurs enfants ne sont pas loin non plus d'y arriver. Donc, maintenant, le sujet de la succession, c'est plus trop un sujet. Et donc, le viager, c'est vraiment une façon mais pas le viager forcément que classique, hein, il peut y avoir le pré-viager hypothécaire, il y a du démembrement de propriété, des tas de choses qui existent, et qui permettent, en fait, aux personnes de se financer leur service sans que ça coûte, en fait, réellement à la collectivité. Hein. C'est un bien qui est là, qui est amorti, qui a une valeur et qu'on peut monétiser pour se payer des services, sans forcément hypothéquer effectivement l'avenir et donc la succession. Donc voilà, donc c'est le sujet qu'on est en train de regarder. Et puis on est en train de regarder aussi tous les sujets autour de l'attractivité des métiers, le groupe Caisse des dépôts gère mon compte formation, donc ça c'est pour la formation professionnelle, mais on a observé que on a des écosystèmes en fait qui fonctionnent. Alors l'écosystème du vieillissement, et puis on a l'écosystème des jeunes, on va dire, hein, de ceux qui réfléchissent à ce qu'ils vont faire plus tard. Et on s'aperçoit que ces écosystèmes ne se parlent pas. Donc on est en train de travailler ce sujet de comment mieux sensibiliser en fait les jeunes au métier du grand âge, et puis au regard, essayer de changer le regard qu'ils peuvent avoir sur le grand âge. Autre sujet important qui sont pour nous en termes de conviction, c'est la nécessité, et Mario en a déjà apporté un bout de réponse, c'est la nécessité de répondre au plus grand nombre et d'avoir une réponse sociale. Je rappelle la retraite médiane, au sens de la rente, parce que il faut exclure la retraite complémentaire pour beaucoup d'entre nous, elle est de 1 100 € par mois. Donc avec 1 100 € par mois, on ne va pas loin.
Donc il faut effectivement accompagner cette réponse sociale, et on a 30% des locataires du logement social qui ont plus de 60 ans. Donc il faut que là, les bailleurs, et donc je remercie effectivement Enéal de se préoccuper du sujet, il faut effectivement que les bailleurs sociaux se mobilisent sur ce sujet du parcours résidentiel, et notamment la proposition d'habitat alternatif, pour pouvoir apporter toutes les réponses qui vont bien, puisque les personnes qui sont dans le logement social peuvent aussi prétendre à avoir un habitat inclusif qui leur convienne, et avoir le choix et de pouvoir profiter d'un certain nombre d'activités et d'animations. Voilà, donc ça c'est voilà les gros sujets en fait que la Caisse des dépôts est en train de regarder, et qu'elle est en train de construire une stratégie autour de ça. Parce que là, elle était auparavant sur un rôle assez classique d'accompagnement immobilier, mais il faut aller plus loin dans la démarche. D'accord, très bien. Donc là, vous avez parlé de thématiques que vous êtes en train effectivement de réfléchir, de creuser, qui vous semblent importantes. Concernant les critères de financement, j'avance un peu dans nos échanges, parce que je vois que le temps tourne. Dans les critères de financement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets que justement vous soutenez actuellement dans cet esprit-là, ou que vous envisagez de soutenir en termes de financement? Alors peut-être préciser quand même aussi par rapport au rôle de la Caisse des dépôts, c'est qu'elle est en appui des politiques publiques. Bien sûr. Donc qu'elles soient nationales ou locales. Ouais. Et la Caisse des dépôts n'agit jamais seule. Donc elle cherche toujours effectivement des partenariats, donc des partenariats qui peuvent être nationaux, et notamment elle a signé une convention de partenariat avec la CNSA pour aider au déploiement du plan d'aide à l'investissement dans le cadre du Ségur. Et puis, il y a des partenariats locaux que l'on a avec justement les territoires, dans Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, toute la politique de la ville. Et là, c'est vrai qu'elle mobilise beaucoup de financements, des enveloppes extrêmement importantes pour aider ces programmes. Et d'ailleurs, on partage des financements avec Action Logement sur Action Cœur de Ville. Et puis, elle agit de manière opérationnelle. Et c'est là qu'effectivement, elle apporte un certain nombre de financements très directs, sous forme de crédits d'ingénierie, pour vraiment aider à la transformation des projets, et donc des crédits d'ingénierie. Dans le cadre de cette convention qui a été signée avec la CNSA, il y a 25 millions d'euros qui sont disponibles pour aider à des faisabilités, à des réflexions que peuvent avoir les territoires, parce qu'on agit vraiment sur les territoires. Il y a les prêts, bien sûr, les prêts réglementés, donc les prêts au logement social, qui sont adossés au livret A. Donc vous avez tous beaucoup de chance. C'est-à-dire l'argent qui est sur vos livrets A et autres livrets réglementés, vient effectivement abonder cette enveloppe qui est reprêtée pour la destination des plus vulnérables d'entre nous. Donc elle peut effectivement apporter ces financements. Et puis elle intervient aussi avec des fonds propres pour soutenir le développement de structures. Notamment en termes d'habitat inclusif. Elle a soutenu Domani, elle a soutenu France Béguinage, voilà, un certain nombre de structures. Et puis, plus récemment, elle a innové, et en se disant, effectivement, dans tout cette toile, il y a un trou. Il y a un trou dans la raquette qui est autour de l'accompagnement en fait, des porteurs de projets d'habitat inclusif. Et c'est là qu'elle a créé l'association API. Elle a créé donc en juillet 2021 avec la Fondation des Périphéries des Pauvres et le réseau APA. Et cette association porte une plateforme qui s'appelle mondehabitatinclusif.fr, donc chacun d'entre vous peut aller consulter. Et cette plateforme donne de l'information sur ce qu'est l'habitat inclusif. Alors au sens habitat API, accompagné, partagé, inséré, dans la définition qui a été donnée par Denis Pifteau et Jacques Wolfram dans leur rapport. Donc c'est un peu plus large que l'habitat inclusif. Et cette plateforme donc, donne aussi du contenu, de la montée en compétences des acteurs, donc ça peut être les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les porteurs de projets. Il y a beaucoup d'ailleurs de conseils départementaux qui orientent les porteurs de projets vers la plateforme pour avoir toutes les réponses qui vont bien. Il y a des fiches thématiques, etc. Il y a un comité d'orientation qui a été créé. Et là, c'est très novateur. Et dans ce comité d'orientation, il y a tous les financeurs nationaux,
puisqu'on devient en complémentarité des dispositifs existants, donc on ne vient pas concurrencer ce que font les conférences des financeurs, hein, on apporte vraiment un complément. Et donc ça permet, donc les porteurs de projets, il y a une fiche à remplir sur le site, et on croise les critères des porteurs de projets avec les critères des financeurs. Et on donne aux porteurs de projets la liste de tous les financements auxquels ils peuvent prétendre. Donc c'est un gain de temps énorme pour les porteurs de projets quand ils peuvent accéder à ça. Ces informations très pratiques. Ouais. Informations, voilà. Donc on a eu des témoignages de porteurs de projets qui nous ont dit que ça leur faisait gagner souvent plus d'un an, parce que s'il faut taper à toutes les portes, c'est compliqué. D'accord, très bien. Et puis, dernier sujet, c'est qu'on est quand même sur aussi, et là on a innové aussi, c'est-à-dire qu'on a développé un module donc, de mesure d'impact. Donc il y a un kit qui a été, et là on a le soutien de mon ami de gauche. Donc, effectivement, ce kit donc a été constitué. Il est en cours de test auprès d'une vingtaine de porteurs de projets, justement, pour avoir la mesure d'impact à la fois pour les porteurs de projets eux-mêmes, savoir quel impact leur projet a sur le territoire, et après de pouvoir faire des consolidations de façon à avoir l'impact sur un département ou l'impact au niveau national. D'accord. Voilà ce qui est... Très bien, je vous remercie beaucoup. Donc, vous avez dit beaucoup de choses. Là, on est en termes de timing, bon, je ne vous en parle même pas. Donc, je vais poser une question, parce que on a bien compris vos philosophies, en tout cas respectives, et puis vos champs d'intervention, vos priorités. Moi, il y avait une question que je voulais absolument quand même vous poser, parce que ça va nous permettre aussi d'instaurer une forme de dialogue aussi avec les pouvoirs publics. Quelle est la place des acteurs locaux justement pour mener à bien tous ces projets? Ça, c'est très important, c'est quand même un fil rouge de la journée. Donc je voudrais poser la question à Christophe Lepé pour débuter. Comment on fait? Alors on voit bien que vous collaborez ensemble, qu'il y a des conventions, que la Caisse des dépôts n'avance jamais seule, etc. Mais comment, quand on décline le projet concrètement à l'échelle du territoire, comment ça se passe et à quel point vous avez besoin justement de tous ces différents acteurs locaux? Je vais faire comme les hommes politiques, je ne vais pas répondre à votre question tout de suite, je Très vais bien. répondre à une question que je me pose à moi-même. Très bien. Et ensuite je répondrai à la Vous en vôtre, mais je prie. ne prendrai pas beaucoup de temps, Oui. rassurez-vous. Pour complètement étayer ce que vient de dire Loïc, complémentarité, nous aussi, caisse de retraite complémentaire, on n'intervient pas, et je crois que ça mérite d'être dit, Bah oui. il y a peut-être des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. La retraite complémentaire, on aide le secteur des établissements depuis 60 ans, ça se sait, ce sont les droits réservataires. On a décidé de complètement revoir ce dispositif. Alors tout en continuant d'accompagner les établissements, mais pour les aider à se positionner face aux enjeux, aux nouveaux enjeux du vieillissement. On continue de financer des constructions, des reconstructions, des extensions sur des montants qui peuvent être quand même très significatifs. On finance de l'immobilier. Et on finance aussi du mobilier, et on a rajouté, depuis notre nouveau dispositif qui date du 1er janvier dernier, on a aussi ajouté un catalogue de services auxquels peuvent se référer les gestionnaires d'établissements et donc obtenir de la part des caisses de retraite complémentaires le financement de ces services. Alors services, c'est plutôt tout ce qui va contribuer à l'animation, à la convivialité et dans les établissements. On soutient le déploiement de l'habitat plus inclusif, participatif et solidaire. On s'est aussi calé sur la définition qui a été donnée par Denis Pifto et Jacques Wolfrom. Et par rapport à ça, on agit avec lucidité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça a été dit, on a des réalisations qui sont plutôt récentes et on n'a pas de profondeur de champ, à l'exception de quelques projets emblématiques, mais on n'a pas de visibilité sur ce que vont devenir ces habitats. Le modèle économique, l'organisation, les normes techniques qui vont être appliquées. Il y a eu une terrible catastrophe cet été dans un gîte pour personnes en situation de handicap. Ça a évidemment des impacts sur la réglementation qui va s'appliquer. Ouais, bien sûr. On n'est pas dans du logement tout à fait comme les autres. Oui, oui. Chose importante aussi, et ça faisait partie de nos convictions, et je crois que c'est important de le dire, établissement d'un côté, logement de l'autre. Toutes ces nouvelles formes d'habitat, c'est du logement. On n'est pas dans le code de l'action sociale et des familles. Et on est là aussi dans la question de la citoyenneté des personnes. Ça a été dit précédemment, on est dans son logement, on a une cuisine, on a le lieu où on dort, on a le lieu où on se lave. Quand on est dans un établissement, on vous parle de chambre. Ouais, on ne parle pas de votre logement. Ouais, tout à fait. Voilà.
Et donc, on arrive à 85 ans et on se retrouve comme à la caserne quand on a fait son service militaire ou comme en CTU quand on a été étudiant. Donc, on a un parcours de vie qui est un parcours domiciliaire qui est un peu qui interroge. Pourquoi à 85 ans, j'ai pas le droit d'avoir une cuisine ou une kitchenette dans le logement que j'occupe. Voilà. Donc le logement, ça renvoie aussi à ces souhaits des gens d'être des citoyens à part entière, et quand bien même ils peuvent être atteints d'une perte d'autonomie ou de problèmes de santé. Sur les acteurs avec lesquels on travaille sur les projets que l'on soutient, on agit à plusieurs niveaux. Tu l'as dit, Loïc, les conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, les conférences des financeurs de l'habitat inclusif, on y siège. On fait part des sujets qui nous intéressent, des projets qui nous sont remontés, via notamment la plateforme dont a parlé Loïc. On travaille aussi, et ça c'est important, avec les têtes de réseau. On agit, je vous l'ai dit, à travers notre dispositif, notre circulaire sur l'habitat, sur l'immobilier, mais on a tout à fait conscience que ces projets, pour aboutir, ont besoin d'ingénierie. Or, quand on regarde les porteurs de projets, ce sont des citoyens ou des petites structures qui ne sont pas armées. Pas d'ingénierie juridique, pas d'ingénierie financière, pas d'ingénierie technique. Donc on peut avoir les meilleures intentions du monde, mais ça ira dans le mur, ça ne va pas avancer. Et donc on a tout à fait conscience que ces projets, pour pouvoir financer l'investissement quand le permis de construire est délivré, eh bien il faut qu'ils aient traversé beaucoup d'étapes, qu'ils aient franchi beaucoup d'obstacles. Et on est là aussi, non pas directement auprès de chaque porteur de projet, mais auprès de ce que l'on appelle les têtes de réseau, des instances, l'association API. Le réseau APA, tu en as parlé Loïc, Habitat Participatif France, qui ont une capacité de démultiplication de l'accompagnement de ces porteurs de projets que nous ne pouvons pas avoir, nous, en tant que caisse de retraite. Chose importante que je veux dire aussi, on a intégré complètement dans notre politique Habitat, donc le soutien financier que l'on apporte, l'habitat participatif. Alors on parle beaucoup d'habitat inclusif, et on rajoute, nous, l'habitat participatif. L'habitat participatif, c'est quoi? C'est la loi Allure ou Élan, celle de 2014 ou celle de 2018, mais ce sont des citoyens qui ne sont pas connotés par leur âge ou par un éventuel handicap et qui se disent, voilà, on a l'intention de vivre ensemble et on va concevoir notre habitat. Et on prête beaucoup d'attention à cela parce que ce sont des gens plutôt jeunes, c'est des quinquas ou des sexas, donc à peu près pas mal de gens présents aujourd'hui. Et ces gens-là qui se mettent autour de la table et qui se disent on va investir ou on va être copropriétaire ou on va être porteur de part d'une SCI, en tout cas on va être acteur et aussi probablement propriétaire de notre futur logement, on le réfléchit à 5, 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui j'ai 60 ans, tout va bien. Demain, j'en aurai 70, 75. Donc, il y a déjà l'intégration dans la conception et dans la vie de ce type de structure. Une anticipation de ce qu'on va devenir. Exactement. D'accord, ok. On a une interrogation quand même existentielle. On agit en lucidité par rapport à ces structures. C'est du logement. Aujourd'hui, ça loge des personnes âgées. Demain, ça peut loger, ou des seniors. Et demain, ça peut loger tout à fait autre chose. C'est-à-dire, cette profondeur de champ que l'on revendique, c'est garantissez-nous que les intentions initiales, que ce soit de l'habitat inclusif, de l'habitat participatif, de la colocation, de l'habitat partagé, les bonnes intentions que l'on nous a présentées pour obtenir une subvention, garantissez-nous qu'elles vont durer dans le temps. Voilà, les fameuses chartes de bon voisinage, et oui, je m'occuperai de mon voisin, je porterai tes bouteilles d'eau, Loïc, ne t'inquiète pas. Voilà, aujourd'hui je le dis, demain je le fais ou je le fais pas. Et la personne qui me succédera dans mon logement, est-ce qu'elle adhérera aussi à ces valeurs. Alors ça, c'est encore effectivement. Voilà. Donc, c'est aussi cette nécessité que nous avons, et ça rejoint complètement le sujet. La durabilité des bonnes pratiques. La durabilité des bonnes pratiques. C'est aussi la question de la mesure d'impact social. Les caisses de retraite, ce sont des organismes paritaires mutualistes. Les gens qui nous dirigent, ce sont des syndicats d'employeurs et des syndicats de salariés. Ce sont des gens de la société civile. Et il faut aussi que nous puissions leur démontrer que ces habitats, ces nouvelles formes d'habitat, répondent aux promesses qui ont été faites. Voilà. Et donc ça veut dire que l'on s'inscrit aussi dans la durée pour accompagner ce type de structure. Très bien, je vous remercie beaucoup, messieurs. Je voudrais me tourner maintenant vers
vers les pouvoirs publics, hein. D'abord vers Monsieur Rotival. Avant que je vous pose cette question pour comprendre un peu comment se positionne le département sur cette question de l'habitat, de ces nouvelles formes d'habitat, est-ce que vous avez un commentaire à apporter sur ce qui a été dit, comment vous avez pris quelques notes, qu'est-ce que vous pouvez en dire justement, qu'est-ce qu'on peut dire de toute cette politique comme ça du côté des opérateurs et de toutes ces réflexions, parce que ce qui est intéressant au-delà des exemples soutenus, c'est aussi votre philosophie en matière de nouvelles formes d'habitat, de parcours domiciliaire aussi, je ne dis pas virage, je dis parcours. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots? Je crois qu'il y a plusieurs formes d'habiter chez soi, en fait. Il y a plusieurs manières d'habiter chez soi, et c'est ce qui vient d'être dit. Il y a rester dans son domicile et puis évoluer vers d'autres formes avec une gradation finalement de services ou d'accompagnement. Et là, il faut qu'on ait de la diversité, il n'y a pas d'uniformité, il n'y a pas de réponse unique. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à proposer et à faire émerger en fait sur les territoires, en veillant effectivement à ce qu'il y ait un réseau de services et de proximité. Effectivement, ça peut être de la solidarité de voisinage aussi, qui se met en place. Et puis garder aussi une accessibilité. Voilà, il faut que ce soit des solutions qui financièrement puissent être accessibles à tous. À tous, oui, tout à fait. Madame Moser, est-ce que vous voulez juste en analyse de ce qui a été dit, apporter un petit commentaire, et puis ensuite, après, on rentrera dans le détail. Ce sont des acteurs avec qui on travaille, on est plutôt... oui, vous les connaissez bien. Donc, parce qu'en fait, les projets qui se montent, qui se créent en fait sur les territoires, ils se font avec tous, parce qu'il faudra effectivement un logement, mais derrière c'est un projet, c'est quel est le besoin, et le projet il se monte à partir du besoin, et il y aura besoin de services infirmiers, de libéraux, on a parlé de soins aussi, donc je pense que... donc on a déjà l'habitude de travailler ensemble, et je pense que ces dernières années avec les politiques publiques qui nous demandent ce virage ou ce parcours domiciliaire, on se rend compte de plus en plus, et on a des projets communs adaptés selon les territoires et les ressources qui existent dans chaque département. Ce matin on a parlé micro-territoire, en fait du territoire là où les personnes vivent, mais ce sont des acteurs comme les pouvoirs publics qui s'adaptent, qui évoluent en fait à l'évolution de la société. Donc en fait, on se retrouve effectivement sur ce grand projet. Très bien. Donc, je reviens à Monsieur Rotival. Est-ce que, justement, vous pouvez nous expliquer la politique du département de Saône-et-Loire, justement, pour promouvoir ces nouvelles formes d'habitat, d'une part, mais aussi, il y a toute une politique aussi pour adapter les logements de manière à pouvoir favoriser le maintien à domicile. Comment vous faites? C'est quoi vos grands choix, vos grandes orientations sur le sujet? Alors, les choix sont autour d'abord de pouvoir informer et sensibiliser à cette question de la perte d'autonomie et finalement de la possibilité d'aménager son logement ou d'adapter avec des aides techniques. Juste une petite parenthèse, parce qu'on a beaucoup parlé d'anticipation ce matin et même aujourd'hui et même cet après-midi. Est-ce qu'il y a une politique aussi du côté du département pour dire à des personnes qui sont encore autonomes, pensez-y, parce qu'un jour, peut-être que... voilà, alors je sais que le message n'est pas toujours facile à faire passer, parce que quand on est au top de sa forme, on a du mal à se projeter sur une perte d'autonomie. Est-ce que, voilà, il y a des points de passage, quelque part, de votre côté, pour dire, attention, parce qu'un jour, vous serez moins à l'aise dans votre douche ou dans votre baignoire, etc., etc. Il va falloir que c'est un petit peu ce qu'on fait au travers de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. On n'est pas sur les publics qui sont en perte d'autonomie, qui sont dépendants. On est beaucoup plus tôt. Et on travaille aussi avec les partenaires, les caisses de retraite, qui sont aussi des acteurs qui peuvent, dès qu'il y a la retraite se profile, sensibiliser et orienter vers les actions de prévention qu'on mène sous des formes aussi un peu innovantes. Il y a des pièces de théâtre où on peut faire passer des messages. Donc ça, c'est intéressant. On a aussi un réseau de lieux ressources avec des appartements en fait qui montrent comment on peut
adapter son logement. On va utiliser un camion aussi qui est un démonstrateur qui va montrer les solutions. En fait, donc c'est des appartements témoins, des camions appartements qui témoins. Il y a de la expliquent. mise en situation possible. On a des combinaisons de vieillissement. On peut Et aussi. ça marche, c'est mobilisateur, les gens viennent. Voilà, on D'accord. essaie vraiment avec les partenaires. C'est un réseau de partenaires. On travaille avec la mutualité de Saône-et-Loire. On travaille avec Habitat 71. On travaille avec d'autres opérateurs qui sont sur cet aspect-là aussi. Et on met ensemble nos compétences et nos ressources pour sensibiliser au plus tôt les publics et aussi les professionnels, puisque les professionnels doivent détecter aussi, essayer de détecter, repérer ces enjeux-là. Et puis, il faut qu'il y ait des réponses au bout de la chaîne, c'est-à-dire il faut qu'on ait des artisans qui sont en capacité de répondre à ces besoins d'adaptation du logement. Donc il y a aussi un volet aussi de sensibiliser les artisans à la recherche de labels type Handibat notamment, qui permettent aussi d'avoir des compétences pour adapter les logements. Voilà, ça c'est un aspect aussi qui est important. Donc il y a ce volet sensibilisation. Il y a un volet qui est autour, bien sûr, de la question de l'expertise, finalement, comment on met en place une adaptation de logement ou une aide technique. Donc là, on a un réseau d'ergothérapeutes, en fait, qui intervient dans le cadre de nos prestations, mais pas seulement, puisque la conférence des financeurs nous permet aussi de développer cette expertise avec des personnes qui ne sont pas encore dans les prestations de compensation du handicap ou à pas, des personnes qui sont autonomes, et ça on le travaille aussi avec l'interrégime des caisses de retraite. Donc ça c'est un point important, l'expertise. Il y a également, une fois qu'on a, je dirais, mis en place cette aide technique, il y a aussi la question d'accompagner à l'appropriation à l'aide technique, donc vers l'aidant, vers le professionnel et vers la personne qui doit l'utiliser. Ça c'est important, donc on le fait avec également notre partenaire de la mutualité, dans le cadre de ce qu'on a appelé la technicothèque, qui permet ce temps d'appropriation supplémentaire au-delà de l'évaluation du besoin. Il y a aussi la question, effectivement, de l'accessibilité financière. Donc, on a mis en place un système de tiers payants pour les aides techniques et on a également l'intervention de la conférence des financeurs qui vient amener une aide individuelle supplémentaire à l'acquisition de ces aides techniques. Voilà. Donc, on a un ensemble d'éléments, on crée un contexte en fait un peu favorable à ce changement du domicile. Et ça concerne l'adaptation du logement ou ça concerne aussi la création éventuelle d'habitats alternatifs ou c'est autre chose ? Alors, c'est complémentaire. Oui. L'un ne va pas avec l'autre. L'un va avec l'autre, si vous voulez. Il y a aussi, effectivement, le département s'est engagé en 2019 sur l'expérimentation des habitats inclusifs. Voilà. Donc, on a mis en place une programmation de ces habitats inclusifs. On a facilité, je dirais, l'émergence au travers d'un règlement d'intervention qui permet de venir soutenir la création de ces habitats en permettant notamment l'aide au démarrage, c'est-à-dire le fait qu'il y ait parfois un décalage entre la réservation de l'habitat et puis l'arrivée des habitants. Donc il faut permettre ça, il faut venir couvrir ce temps-là. Et puis, c'est aussi de travailler avec les porteurs de projets à avoir des habitats qui sont vraiment adaptés, donc depuis la conception. Donc on insiste beaucoup que dans la conception, on implique à la fois les habitants, les futurs habitants, mais aussi des professionnels qui ont les compétences pour réfléchir à l'ergonomie du logement. Donc on est sur ces aspects-là dans le cadre du règlement sur l'habitat inclusif. Et on insiste beaucoup, dans le cadre de la conférence des financeurs de l'habitat inclusif, c'est vraiment une politique de partenaires qui doit rejoindre les politiques du logement. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des ponts vers les politiques du logement, avec la volonté d'avoir aussi des liens forts dans le cadre des programmes locaux d'habitat, pour que cette notion du vieillissement ou du handicap soit prise en compte dans ces réflexions locales. Et de positionner ces habitats soit dans les pôles de proximité, notamment là où il y a des services très clairement établis pour que finalement il y ait cette capacité à être autonome dans le logement mais aussi à l'extérieur du logement. Oui, tout à fait. Est-ce que vous considérez que justement
ces habitats inclusifs, malgré tout, resteront en nombre limité. En tout cas, est-ce que vous partagez les doutes quant à la visibilité du développement de ce type d'habitat Alors, c'est quoi votre opinion sur le sujet? Est-ce que c'est une offre parmi tant d'autres ou est-ce que ça a vocation à vraiment se développer? Parmi d'autres. Il y a énormément d'offres alternatives qui se mettent en place. Les résidences-services, vous le savez, vous en avez sûrement parlé, mais voilà, c'est une offre qui est très dynamique en tout cas. L'habitat inclusif propose un autre modèle. On a également les résidences autonomie qu'il faut dynamiser, mais qui aussi apportent une réponse à des questions d'isolement géographique, d'isolement social, de dégradation de l'habitat. Donc voilà, c'est un ensemble de réponses. Il faut qu'on ait cette palette de réponses dans les territoires. Elle peut être différente aussi selon ces territoires, sur leur configuration et suivant les besoins de ces territoires. Donc c'est un ensemble. L'habitat inclusif, aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir une programmation sur 7 ans avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, donc ce qui est relativement innovant. 7 ans, c'est long, mais c'est peut-être très court aussi pour se dire ensuite comment on évolue avec ces habitats-là. D'accord, très bien. Je voudrais donner la parole maintenant à Anne-Laure Moser. Justement, comment l'Agence régionale de santé intervient pour faire vivre ce fameux parcours domiciliaire, hein. J'ai mis une croix sur virage, on a bien compris, donc maintenant voilà. Oui, donc ce fameux parcours domiciliaire, comment vous intervenez? La question est très générale, donc voilà, je vous laisse me répondre au large et puis ensuite on rentrera dans un peu plus de détails. Je pense qu'on l'a vu tout au long de cette journée, c'est vraiment l'enjeu fort aujourd'hui des politiques publiques, en tous les cas portées par le niveau national et par l'État que je représente. Cet enjeu, en fait, il est déjà enclenché depuis plusieurs années sur le secteur du handicap et puis plus récemment sur la prise de conscience par rapport aux personnes âgées, même si ce matin on a vu qu'on voyait le mur arriver et que le mur est arrivé. Ça fait longtemps qu'il doit arriver. Voilà, le mur, donc je ferai peut-être 2 entrées, c'est-à-dire qu'on a parlé de Denis Piveteau, déjà c'est là où on a parlé parcours et autodétermination, le choix des personnes, et du coup sur le secteur du handicap, en tous les cas on était dans un parcours institutionnel plutôt sur les enfants, allaient en institution, puis en foyer, et je crois que là, à la fois la force des usagers, des associations, de tout ce qu'on a dit ce matin, on a, l'agence avec les conseils départementaux est venue un petit peu transformer cette offre et venir au sein de la société, on a parlé d'inclusion, mais voilà, sur des types d'habitats, donc une palette de solutions. Tout à l'heure, on a eu l'expérience de la jeune femme qui présentait cet habitat partagé avec les prestations partagées. Ouais. Après, on va avoir de l'habitat inclusif ou d'autres modalités. Et je pense que ça, donc l'agence vient étayer au travers, à partir de financements, en tous les cas sanitaires, pour appuyer sur de l'aide à la personne, de l'accompagnement. Oui, notamment les SIAD, c'est ça. Ça peut être des services infirmiers à domicile, ça peut financer du personnel de santé propre à la structure. En fait, on va s'adapter en fonction... Avec une réflexion, j'imagine, aussi autour de l'attractivité des métiers. J'y viendrai. Je vous laisse, alors que sur le secteur des personnes âgées, on voit bien que là, on l'a dit ce matin, on n'aura pas assez d'EHPAD. On va peut-être pas en construire de nouveaux. Je vais pas refaire le débat des différentes tables rondes. Donc là, surtout les personnes aujourd'hui souhaitent rester à domicile. Donc l'ARS va plutôt intervenir sur de la création de places de services infirmiers à domicile. Donc là, pour la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est un peu plus de 2500 sur les 4 années qui arrivent, puisque on en parlait aussi ce matin. C'est la visibilité qu'on donne aux acteurs et aux territoires et de se projeter. L'État, il doit aussi pouvoir dire j'apporte des financements sur plusieurs années pour pouvoir co-construire, parce que je le tiens, avec notamment les départements, cette politique effectivement du domicile et du parcours domiciliaire. Donc je ferai vraiment 2 entrées et 2 positions un petit peu différentes pour l'ARS. Et donc au niveau national, effectivement, je répondrai aussi à Loïc Bertrand de ce matin.
l'État donne des instructions et elles tombent. Il faudra peut-être mieux donner plus d'initiatives au territoire. Alors, les instructions, elles sont nationales. Les ARS, en tous les cas, les déclinent dans leur projet régional de santé. Suivant les régions, ils sont différents puisqu'ils s'adaptent aussi aux objectifs de santé, aux problématiques de santé et aux souhaits des personnes et des territoires que nous avons. Ils sont denses, ils sont quelquefois ruraux, larges, enfin, voilà, avec peu de transport, une densité, des densités de population différentes. Et des professionnels de santé qui sont plutôt manquants. Donc voilà, on doit construire aussi nos politiques d'accueil et de prise en charge et d'accompagnement des personnes à domicile avec ces différentes configurations. Et donc après, les ARS, avec leur PRS, elles travaillent notamment pour notre région avec 8 départements et le chef de file, en tous les cas, de l'action sociale, donc en fait du social, et je reviendrai sur la vulnérabilité, c'est aussi les départements. Donc on adapte la politique régionale à 8 politiques départementales pour la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc forcément, c'est des réponses adaptées. Et donc on ne peut pas, en tous les cas, placarder une instruction nationale telle que. Et je pense que aussi dans l'évolution de l'administration, c'est que les ARS sont maintenant beaucoup plus autonomes dans la délégation et la manière de faire pour déléguer les crédits et accompagner des projets qui existeront peut-être en Saône-et-Loire et peut-être pas en Haute-Saône. Pour autant, c'est une solidarité nationale et il faut aussi que les offres, elles soient peut-être pas identiques, mais qu'en tous les cas, la population puisse trouver... Elles soient équitables. Voilà, en tous les cas, type de service identique. Sinon, nous aurions des offres très, très diversifiées selon les territoires et on le voit déjà. Voilà. D'accord, très bien. Avant qu'on envisage l'importance de vos collaborations, moi j'aimerais aussi vous poser une autre question. C'est qu'on a beaucoup insisté sur effectivement votre intervention dans le cadre de cette dynamique habitat inclusif, mais il y a aussi vous fournissez beaucoup de soutien, qu'il soit financier d'ailleurs ou méthodologique, pour moderniser les établissements médico-sociaux. Comment ça se concrétise tout ça en fait? Puisqu'on l'a vu, hein, ce changement de logique aussi, offrir une offre réelle de parcours, c'est aussi moderniser l'existant et pas forcément partir sur quelque chose de systématiquement nouveau. C'est ça, moderniser l'existant, alors tout en créant quand même des dispositifs. C'est peut-être un petit peu la complexité de notre système et je ne sais pas si les citoyens les comprennent bien. Mais vous allez nous l'expliquer. Non, on l'a évoqué ce matin. Je pense que là, Loïc Bertrand avait raison. Donc oui, je pense qu'il va falloir aussi spécialiser ces dispositifs. On ne peut pas mettre tout le monde dans tout. Même si quelquefois, l'EHPAD ou l'établissement, un foyer, c'est la ressource qui reste sur un territoire rural. Donc effectivement, on a des places, on va dire des accueils en établissement, mais on a de l'hébergement temporaire, on a de l'accueil en journée, y compris sur le soin, on peut accueillir en médecine en journée, on va avoir du service à domicile, du service infirmier à domicile qui peut intervenir dans des foyers. En fait, c'est vraiment avoir... Je pense que la palette, elle existe, c'est comment on les articule correctement, et puis on a eu un nouveau dispositif qui sont les CRT, les centres ressources territoriaux, on en a parlé tout à l'heure, parce que quelquefois l'EHPAD ou le SAD, ces services qui sont vraiment le plus près des personnes de leur logement, ils sont là aussi en ressources, et donc on a dit qu'on allait vieillir de manière le plus longtemps possible à domicile, en espérant être en meilleure santé, mais non, on va devenir dépendant. Et donc, c'est ces centres ressources territoriaux qui partent d'un service autorisé, vont venir appuyer en fait les personnes dans leur dépendance à domicile, au-delà d'un service d'aide à domicile, au-delà d'une infirmière libérale ou d'un service infirmier à domicile. Et puis surtout, ils ont un rôle de former et d'accompagner. On en a parlé aussi, les personnes qui interviennent à domicile et qui sont peu professionnalisées ou pas professionnalisées, pas reconnues, ont des fois besoin d'aide, d'étayage. Donc ces nouveaux centres de ressources territoriaux vont être déployés à France entière, dans toutes les régions. Donc l'année dernière, c'est parti d'expérimentation. Je crois qu'il y a une programmation à 500 dans les... Voilà, c'est à peu près à minima 2 par département en France. On peut monter jusqu'à 4 ou 5. Okay. Et on disait qu'il y a des expérimentations dans certains territoires et on
on n'en a peut-être pas connaissance, mais en fait, ce CRT, il est venu aussi d'expérimentation sur certains territoires. Et là, concrètement, ça a été reconnu et on le déploie France entière. Donc, pour la région Bourgogne-Franche-Comté, donc c'était 4 l'année dernière, on va en reconnaître 10 l'année prochaine. Et puis voilà, on a cette visibilité de pouvoir, en tous les cas avec les crédits que nous avons, donc c'est 400 000 € par centre ressources territoriaux, pour pouvoir recruter, étayer les territoires. Mais je reviendrai sur l'attractivité, c'est maintenant comment on recrute. Oui. Donc voilà, l'ARS s'est aussi lancée avec les pouvoirs publics sur, donc on a parlé de conseil régional, les services de l'État, les services de l'emploi, sur la formation. Pôle emploi. Alors la formation, l'apprentissage, les passerelles. On pense à une personne âgée, si elle reste à domicile, elle a besoin aussi de se déplacer, donc d'aller. On a besoin de taxis, d'ambulanciers, donc on a aussi beaucoup on a vraiment étendu l'apprentissage et on finance en fait tous ces métiers. On vient en complément, l'agence vient en complément des autres dispositifs qui existent pour pouvoir former du personnel et pouvoir aussi fidéliser. Parce que c'est pas le tout aussi de pouvoir recruter, c'est pouvoir qu'ils restent dans nos territoires et de pouvoir aussi accompagner en fait des aides au poste pour que les infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, ces métiers du soin puissent rester. Donc il y a la formation qui est importante, comment on donne envie aux jeunes de venir, mais aussi de rester et puis de passer. Voilà, aujourd'hui j'étais coiffeur, demain j'ai envie de faire un métier au service des autres. Comment je peux passer, mais il faut se parler entre Pôle emploi. Oui, comme toujours. Voilà, comme toujours, c'est souvent se parler. D'accord. Une question, justement, puisque cette fois-ci, c'est une question commune. Je vais commencer par vous. Pourquoi est-ce si, justement, important, puisqu'il y a cette mobilisation maintenant, en fait, il y a une espèce d'injonction à la collaboration, et ça, c'est super positif aussi, parce que ça fait bouger les choses et ça force à faire bouger les choses. Mais pourquoi est-ce que c'est si important, justement, pour faire vivre ce fameux parcours domiciliaire, de collaborer, pourquoi c'est si important qu'il y ait vraiment une vraie efficacité de collaboration entre les départements et l'ARS? Alors, parce que nos politiques sont liées et surtout les financements sont liés. Et je pense que c'est aussi difficile pour les... Alors, je ne parle même pas des personnes qui sont accompagnées ou aidées. Je parle là des organismes gestionnaires. Ils ont 2 financeurs, 2 tutelles. Donc, si on ne se parle pas ou que nos stratégies ne sont pas clairement énoncées, en fait, on s'y perd. Et quelque part, il faut vraiment construire nos politiques ensemble. Et elles sont toutes différentes. Parce que un département va faire plus ce choix-là en fonction des besoins, ce que je disais, en fonction, en tous les cas, de la géographie du territoire, en fonction des financements aussi, du budget alloué à telle thématique et telle thématique. Donc, en tous les cas, pour être plus clair, transparent et pour pouvoir mieux accompagner en fait tous ces porteurs de projets, il faut qu'on soit plutôt alignés et à côté plutôt que contre. Oui. Oui, contre ou surplombant. Ou ne pas se parler. En fait, c'est très difficile pour un directeur d'EHPAD ou un directeur d'une structure de dire mais en fait j'ai 2 financements, ils ne se parlent pas et je ne connais pas qu'est-ce que vous voulez, je dois transformer mon offre, mais dites-moi. Et si on n'est pas, tous les cas, avoir un discours commun sur les souhaits de chacun, c'est compliqué. Ouais, ça peut pas marcher, d'accord. Monsieur Rotival, est-ce que vous souhaitez réagir justement sur cette question? J'imagine que vous n'avez pas des réponses le contraire. Non, je le frappe. C'est aussi vraiment simplifier le parcours de la personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a effectivement tout un système administratif et financier, mais qui doit être relativement transparent finalement pour les proches ou la personne. Et ça, il faut vraiment qu'on y arrive. Et que la personne, en fonction de l'évolution de ses besoins, elle passe facilement d'une prise en charge à une autre, du care au cure, par exemple. Voilà. Et ça, c'est vraiment le sujet. Et puis, c'est la complémentarité des compétences et des métiers entre l'aide et le soin. Les professionnels de l'aide ont besoin d'étayage des professionnels du soin sur un certain nombre d'enjeux, les maladies neurodégénératives, le handicap psychique. Voilà. Donc il y a cette complémentarité qui est indispensable. Donc ce parcours, en gros, il faut qu'il soit plus clair, non seulement pour les personnes accompagnées, peut-être pour les opérateurs aussi. Alors je ne sais pas si vous avez des doutes quant à la clarté des chemins de financement, etc.
public. Et est-ce qu'il y a aussi une nécessité de clarification pour vous aussi, parce que des fois c'est pas très clair aussi pour vous, parce que ça change, il y a beaucoup de réformes, etc. Voilà, bon, on va faire le procès de personne, mais voilà, il y a peut-être aussi, on peut peut-être essayer de tirer cette mini-conclusion qu'il y a aussi des efforts pour rendre plus transparent et plus fluide, enfin plus compréhensible en tout cas, ce parcours domiciliaire. C'est ça. Oui, les services autonomie à domicile en sont l'illustration. Voilà. Est-ce qu'on verra si on arrive vraiment jusqu'au bout de la proposition ou si finalement on se trouve encore dans une proposition intermédiaire entre deux. D'accord. Voilà, ça va être le sujet des mois là, qui s'annoncent jusqu'à 2025 pour nous. Ok, très bien. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous souhaitez réagir aux propos du département et de l'Agence régionale de santé ? Oui, je veux bien en deux mots. C'est vrai que la problématique du vieillissement, c'est la diversité des besoins des personnes vieillissantes qui est très, très, très divers. La diversité du maillage existant sur les territoires, c'est complètement différent d'un territoire à l'autre, rural, petite ville, métropole, et sans coordination, sans mutualisation, sans parler aussi aux collectivités, aux maires, qui eux ne comprennent pas toujours comment ça fonctionne, hein, et notamment les maires des petites villes et des communes rurales, ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est justement ce que vous disiez tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on s'oblige et on est obligé de travailler ensemble, c'est parce que c'est tellement divers, le sujet est tellement divers et tellement compliqué à appréhender qu'il faut le coordonner, c'est la seule solution. D'accord, très bien. Oui, je rejoins ce que dit Mario, c'est-à-dire que, en effet, on a fait le constat, nous, en tant que Caisse Dépôt, que beaucoup de territoires, en fait, n'étaient pas acculturés suffisamment au sujet. Et on peut le comprendre, parce que déjà, on y a passé une journée, donc essayer de comprendre et en référence à ce que je disais tout à l'heure, vraiment, c'est dans cette logique de parcours de vie, donc il faut vraiment intégrer toute cette continuité en fait d'accompagnement, de services, d'hébergement. Enfin, et un simple exemple, dans le cas d'Action Cœur de Ville, j'avais été questionné par un élu qui me disait, donc j'ai une problématique de vieillissement sur mon territoire et je vais faire une résidence service senior. Et quand on regardait la sociologie de son territoire, c'était pas une résidence service senior dont il avait besoin, c'est une résidence service senior à vocation sociale, donc une résidence autonomie. Voilà. Et donc il apportait une réponse, mais qui n'était pas forcément la bonne réponse. C'est-à-dire que peut-être qu'il avait qu'une vision partielle de l'offre et du coup la réponse n'était pas adaptée. Voilà. C'est cette acculturation, il y a un travail à faire et nous on se pose vraiment cette question de comment aller vers effectivement les élus pour les aider à monter en compétence sur ces sujets pour pouvoir prendre les bonnes décisions sur leur territoire et d'avoir une offre effectivement qui est équilibrée, qui est adaptée à la sociologie du territoire. Et aux besoins des populations. Très bien. Madame, Messieurs, je vous remercie. Vos interventions nous ont permis donc de mesurer l'importance des collaborations à l'échelle des territoires pour faire vivre ce fameux parcours domiciliaire et en faire une réalité, nécessité de pédagogie, de clarification. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants aux côtés de Thomas Joannet pour conclure cette journée et je remercie les participants à cette table ronde. Merci à vous.